Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Kamara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG ce lundi matin, 2h, 1h30, voilà, à vous aider à mieux comprendre l'actualité. Le but de cette émission tous les matins donc sur Radio Espace et nos radios partenaires. Et le soir, à partir de 22h, en deuxième partie donc de soirée, vous avez accès à cette émission via Espace TV. Espace TV disponible en Guinée chez Solitaire. Donc si vous voulez regarder cette télévision, c'est simple. Allez chez Solitaire. Donc on s'intéresse à l'actu majeure dans cette émission ce matin. Un nouveau plan de riposte et de relance économique post-Ebola adopté donc hier à Conakry par le chef d'État de l'Union du fleuve Mano, baptisé Zéro Ebola en 60 jours. Ce nouveau plan se veut plus pragmatique donc. Il vise à venir au bout d'une épidémie qui a sérieusement fragilisé l'économie des pays touchés. Il sera présenté donc aux partenaires à un sommet à Bruxelles le 3 mars prochain. Et dans le plus concret, comment ce plan se traduira sur le terrain, c'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Nous allons voir en direct, si tout va bien dans notre émission, un ministre de la République qui va intervenir dans cette émission ce matin. Après une ONG féminine, les plateformes de la société civile vont aussi organiser une marche contre la montée de l'insécurité en Guinée. Ce sera jeudi prochain donc à Conakry, en Camp-Province. L'objectif donc est de crier son ras-le-bol face à une situation de dérèglement sécuritaire en Guinée. Que faut-il attendre de cette marche? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Dansa Kourouma est président du CNOSC. Si tout va bien, nous allons la voir dans cette émission. Deux ONG de défense des droits de l'homme viennent donc de rendre un rapport sur la tuerie de Womé. Avocats sans frontières et même droit pour tous se posent plusieurs questions qui restent pour l'heure sans réponse. En attendant donc un procès qui tarde à venir, quelles sont les principales interrogations contenues dans ce rapport de 19 pages? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Nous allons voir Maître Ladila Michel Sonomou, président Avocats sans frontières, qui va intervenir ce matin chez les GG. Bonjour Tamba. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Moussa Moïsila. Bonjour. Madame Yoruba, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour Roby. Bonjour. Bonjour à vous Djibril. Il reprend son traditionnel tour de table. Bonjour. Voilà, Abakadelo, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. On s'intéresse à l'actualité et cette question, Abakar, je posais dans le morning évidemment, qu'en est-il du transfert de Junior? Ah oui, la question mérite d'être posée, hein, parce que ces derniers jours, Conakry et Zérékoré, le chef-lieu donc de la région forestière, ont bruit de rumeurs, de folles rumeurs concernant une éventuelle évasion de Junior, Mohamed Diallo alias Junior, de la prison centrale des Zérékoré. C'est vraiment pas de l'amusement. Ces rumeurs ont fortement couru, se sont emparés de Conakry et même ont atteint la diaspora guinéenne à l'étranger. Beaucoup de Guinéens se sont posé des questions. Est-ce que Junior est toujours en prison du côté de Zérékoré? Alors là, à date, Junior y est toujours et la sécurité même a été renforcée autour de la maison centrale de Zérékoré. Justement, à cause de ces folles rumeurs, le procureur Sampou a demandé aux forces de sécurité sur place donc de renforcer le dispositif de sécurité autour de Junior. Pour vous dire combien de fois Junior n'est pas n'importe qui. Junior est vraiment un des principaux cerveaux de la criminalité transfrontalière, parce qu'il faut aller dans ce sens-là, parce que Junior est accusé, est présenté comme l'un de ces cerveaux qui organise le braquage, les crimes qui vont au-delà des frontières guinéennes. Des véhicules qui ont été braqués en Guinée se sont retrouvés en Sierra Leone, au Libéria et dans d'autres pays. Donc pour vous dire que c'est pas n'importe qui. Et la principale inquiétude, je l'ai posée dans cette émission, est-ce qu'on va laisser Junior arriver jusqu'à Conakry pour dire tout ce qu'il a sur le cœur, comme il le prétend, parce que Junior, dans ses premières déclarations du côté des Zérékoré, selon des sources bien informées, il aurait commencé déjà à citer des noms, mais je me suis aussi intéressé au contenu de ses premières déclarations. J'apprends qu'il a nié complètement les faits pour lesquels il a été arrêté, c'est-à-dire des faits relatifs au braquage d'un véhicule Infinity
qui est tombé en panne du côté de Mamou et qui a été après dépanné et intercepté du côté de Kissidou. Il aurait aussi complètement nié en bloc toutes les accusations portant sur sa personne dans ce qu'on appelle l'assassinat de l'ex-directrice générale du Trésor public, Mme Aïssatou Boirou. Donc, est-ce qu'on va laisser Junior arriver jusqu'ici? Les instructions sont attendues du côté de Zéré Koré. Elles doivent venir de la haute hiérarchie, bien entendu. Mais est-ce qu'on va se permettre de franchir le pas pour tout ce qu'on peut craindre à l'avenir? Des questions sans réponse. Ce n'est pas une question de se permettre, il faut franchir le pas. C'est son droit à Junior de nier les faits qu'on lui reproche. Maintenant, c'est à la justice de notre pays de pouvoir démontrer effectivement que Junior est le cerveau de la criminalité grandissante dans notre pays et que Junior est le principal auteur, si ce n'est le commanditaire de l'assassinat de Mme Boirou. Ça, c'est à lui, auteur présumé, pardon. C'est à lui, c'est à la justice de le prouver. Mais maintenant, ma crainte, c'est que ce n'est pas sa place dans la prison de Zéré Koré. Ce n'est pas sécurité du tout. C'est une prison vétuste. Ça fait très longtemps que cette prison est construite. Moi, j'y ai fait un tour il y a quelques années. Vous remarquez que les prisonniers ont tellement pissé contre le mur qu'ils sont capables de creuser et sortir. Une fois, il y a eu d'ailleurs évasion qui a été démontrée par ces faits-là. Je pense que un type comme Junior, si ce qu'on dit de lui c'est effectivement ce qu'il est, je pense qu'il y a urgence de le transférer à Conakry et de mener des enquêtes autour de lui, puisqu'il est le cerveau. Ça veut dire qu'il a des cellules dormantes un peu partout. Donc je pense qu'il y a un travail énorme à faire, parce que nous le savons très bien que l'insécurité est devenue pignon sur rue en Guinée en ce moment. Donc si Junior en connaît assez, on doit le protéger, mais en même temps, on doit le faire parler. Absolument. Merci beaucoup. Allez-y, Junior est certes l'un des cerveaux présumés de tout ce qu'on dit de lui. C'est important, mais c'est quand même un citoyen guinéen qui bénéficie, à l'instar des autres, du principe de la présomption d'innocence et qui, de ce fait, a aussi droit à un procès équitable. Ce qu'on sait du côté des sources de la gendarmerie, c'est que c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses, qui connaît beaucoup de choses. Et je pense que son transfert à Conakry sera un élément édifiant, parce que ça va nous permettre de connaître un certain nombre de choses. Parce qu'on dit effectivement qu'il sait beaucoup de choses par rapport à certaines personnes. Je ne me risque pas à faire des annonces, mais c'est important que Junior... Junior, c'est important que Junior soit à Conakry, qu'on puisse l'entendre sur ce qu'il sait des différentes infractions commises ça et là, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. C'est important qu'il soit à Conakry dans les plus brefs délais. Mohamed Djibril Camara, cette histoire me rappelle tout simplement le procès des gangs dans les années 90. C'était en 80, un peu plus tard, je crois, 96, je crois. L'histoire d'un certain Khalil qui était le présumé cerveau de ces jeunes qui avaient été arrêtés en ce moment, mais qui a été abattu, qui a été tué en prison avant le procès. Je crains que la même chose ne se produise. Je pense que si il a cité des noms, peut-être des personnalités au perché quelque part, on craint qu'on ne l'élimine, et ce serait dommage que en tout cas qu'on n'aille pas jusqu'au bout, qu'on lui choisisse un avocat, qu'on fasse un procès équitable, qu'on sache réellement de quoi ce monsieur est capable, de quoi il est accusé. Voilà. Si Junior en sait beaucoup, si Junior connaît des noms, si Junior connaît les gens, par exemple, qui entretiennent cette bande de criminels qui sévissent un peu partout, je pense que oui, c'est important de le souligner, Lamine. On va pas citer de noms puisqu'on ne sait pas du tout quels sont ces noms-là. Mais ce qu'il faut, non mais j'ai pas de nom. Mais ce que je veux dire, c'est que au-delà de ce que nous disons ici, la déclaration de Junior, c'est qu'il en sait beaucoup sur certaines personnes qui entretiendraient ces réseaux criminels. Donc il est important que ces gens-là aussi soient poursuivis, parce que c'est finalement ces gens-là qui sont le nœud gordien du problème de la sécurité en Guinée. Tant qu'on n'aura pas fini avec ceux qui entretiennent ces réseaux criminels-là, on n'aura pas fini avec la criminalité en Guinée. Voilà, bah écoutez, l'histoire nous donne raison finalement à la fin du compte, parce qu'avec Ahmed Camara, on avait dit dans cette émission qu'il faut d'abord voir pour croire en ce qui concerne le transfert de Junior à Conakry. On va rester avec toi, Djibril, les conseils donc, de Tidiane Diaffa Koli au chef d'État africain. Ouais, de la musique à la politique, finalement, il n'y a qu'un pas à franchir. Et ce pas, c'est souvent ce que franchit très souvent Tidiane Diaffa
Fakoli qui s'invite dans la sphère politique et qui s'intéresse justement à ces présidents qui veulent, coûte que coûte, vaille que vaille, se maintenir au pouvoir au détour du tripatouillage des constitutions. Alors Tiken Jah Fakoly appelle justement ces chefs d'État africains à ne pas se maintenir au pouvoir au risque de se heurter à une génération qu'il a appelée génération consciente. Vous savez, sur le continent, il y a 4 chefs d'État qui veulent modifier la constitution. Il y a le président Nkurunziza du Burundi, il y a le président Joseph Kabila de la RDC, mais aussi les présidents congolais de Brazzaville, mais aussi rwandais, dont les mandats s'achèvent respectivement cette année, en 2016 et en 2017. Donc c'est important pour Tiken Jah Fakoly de s'inviter dans la danse et d'inviter donc ces chefs d'État à ne pas se maintenir au pouvoir, à ne pas tripatouiller le fichier électoral. Il a par ailleurs déploré le fait que la secte islamique Boko Haram soit une gangrène pour l'Afrique. Pour lui, c'est une secte qui hypothèque l'avenir de l'Afrique et il s'est toutefois réjoui du fait que les Africains aient pris leur destin en main avec la mise en place d'une force régionale de plus de 8700 hommes au niveau de l'Afrique centrale. Il y a d'ailleurs un sommet qui se tient en ce moment du côté du Cameroun, sommet à l'issue duquel les chefs d'État camerounais, tchadiens, nigériens vont affiner une stratégie régionale contre la secte islamique Boko Haram. Voilà, Mohamed Djibril Kamara va suivre ça de près. Continuez à réagir, un GG au 8037 si vous êtes abonné Orange, avec plaisir. Nous allons prendre en compte, comme cet auditeur d'ailleurs qui pose cette question. Peut-être demain on va revenir à Chur. Bonjour, j'aimerais que vous vous intéressiez au bachelier saison 2014 qui attendent toujours les résultats de l'orientation. C'est Mamadou Adi Diallo, Charismo de COSA qui nous envoie donc ce message. Moussa Moïse va s'intéresser là-dessus, pourquoi pas. On reste avec vous, Moussa Moïse Silla. Vous posez cette question, où sont les 13 machines à glace promises par le chef de l'État? Moualim doit donner des explications, Moussa Moïse Silla. Moualim, au-delà d'officier les prières, je pense qu'il est temps pour ce monsieur de donner quand même des explications autour de ces machines à glace. À un moment donné, nous avions eu le privilège. Moi, je pensais qu'il s'était calmé, Moualim. Non, mais écoutez, on se calme lorsqu'il n'y a pas grand-chose à faire. Vous l'avez entendu, je crois, dans cette émission. On est plus dangereux lorsqu'il y avait du bruit autour de ces 13 machines à glace. Ça permet non seulement aux femmes de pouvoir conserver le poisson, mais également ces machines permettent aussi de fabriquer de petits glaçons. Alors, à un moment donné, Moualim et consorts, ils avaient des difficultés à, dit-on, faire sortir les machines. Mais également, il y avait des difficultés à décaisser le montant du côté du ministère des Finances. La presse a été approchée, je pense Rabaka Diallo et d'autres confrères, si nous avions mené l'enquête à l'époque, et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait quelques blocages, quelques obstacles au niveau des finances. Eh bien, selon les dernières informations et surtout selon des sources très très proches du dossier, il s'avère que ces 13 machines à glace ont disparu. On a envie de comprendre. On a envie de comprendre. Réellement, nous continuons les enquêtes. Le montant a-t-il été entièrement décaissé par le ministère des Finances? Le montant vient d'où? Et où sont passées ces 13 machines à glace? Quelles sont les femmes? De quelle localité? De quelle préfecture? Ces femmes dans quelle préfecture ces femmes ont-elles bénéficié de ces machines à glace? Et comment est-ce que tout cela a été géré? Parce qu'il y avait des points qui avaient été ciblés par les autorités, les points où ces machines devraient être entreposées et confiées aux femmes. Est-ce que tout cela a été fait? Ce sont de grosses questions que nous posons, mais ça sent déjà du flou, ça sent de la magouille, ça sent du pas très clair. Nous allons fouiner le nez dedans, on a commencé, on ira jusqu'au bout. Il est temps de dire toute la vérité parce qu'il s'agit quand même des fonds appartenant à tout le monde. Voilà, c'est aussi simple que ça, Moualim et compagnie, donc voilà, il n'y a pas de problème. Moualim et compagnie sont finalement mêlés à plusieurs choses dans ce pays. Je pense qu'il est temps pour le président de la République de réfléchir sérieusement à leur sort. Je ne suis pas en train de dire les jeter à la poubelle. Non, mais même pas. Moualim, c'est un petit. Mais quand il faut revoir un petit peu, si vous voulez, au-dessus, on sait qu'il y a tellement de personnalités, mon grand. Eh ben, c'est autre chose. Oui, mais attends, je pense que Moussa va aller sur le terrain, voir un petit peu. Voilà, quoi. C'est le bon petit de plusieurs perchés. Justement, on va le dire comme ça. Oui, jusqu'au petit palais. Oui. Sinafare. Jusqu'au petit palais. Allez-y, je pense sur la question
conclusion, ce qui a déploré, c'est que en Guinée, on définit souvent les idées, on définit les projets, mais on ne réfléchit pas souvent à la méthode qui va permettre la mise en œuvre du projet. Moalim, par exemple, dans le secteur de la pêche en République de Guinée, est-ce qu'il est suffisamment représentatif de l'État pour conduire... Non mais laissez-moi y aller. C'est le symbole, pour vous dire. Mais franchement, ça ne veut rien dire. Nous sommes dans un État, c'est une institution. Il y a des entités qui sont chargées. Ouvrez les yeux. Non mais malheureusement, je suis d'accord avec vous, Lamine, mais malheureusement, ce n'est pas ce qui devait être. Normalement. Est-ce que Moalim est suffisamment représentatif de l'État pour conduire au nom de cet État une initiative qui lui appartienne? Je dis que non. Et c'est de là que viennent souvent des situations désagréables comme celles auxquelles nous sommes en train d'assister. Je n'accuse personne. Je n'accuse personne, je n'accuse pas Moalim d'avoir, comme Abakar aime à le dire, sauté sur la grenouille, mais on attend de voir ce que ça va donner parce qu'il faut des explications au peuple. Voilà, on va essayer de partir à l'intérieur du pays, Djibril, si tu me permets. Réticence à une campagne de vaccination anti-rougeole du côté de Gawal, c'est bien cela. Oui. Du côté de Farana aussi, ce week-end, il y a eu des remous, mon cher ami. Des remous, il s'agit du côté de Farana de l'ébolaphobie, et encore dans les écoles, mais je pense que ça a été très vite contenu grâce à la vaillance. C'est très grave, parce qu'ils ont incendié des véhicules et tout ça. Oui, ça a été contenu, mais il y a encore du travail à faire. Au fond, on en parlait toute la semaine dernière, il y a du travail à faire au fond, je pense, pour permettre à ce que les parents d'élèves, mais aussi la notabilité de ces différents, les parents d'élèves, mais aussi les enseignants, puissent trouver la stratégie idoine pour faire comprendre aux élèves qu'il n'y a pas de campagne de vaccination au sein des écoles, il n'y a pas de campagne de pulvérisation au sein des écoles, et que toute personne arborant des t-shirts estampillés Croix-Rouge ne sont pas forcément de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge elle-même, je pense, a fait une communication là-dessus. Il y a lieu de revoir toutes ces stratégies, sinon la panique va continuer et ça va être ce sont les élèves qui vont en payer les frais. Déjà, le niveau est souterrain. Nous avons accusé assez de retard dans l'ouverture des classes. Je pense que la catastrophe est à venir si rien n'est fait. Du côté de Farana, du côté de Gawal, il y a que Ebola a ravi complètement la vedette aux autres maladies. Ouais. On connaît des cas de méningite en Guinée, on connaît des cas de rougeole, parce qu'il s'agit là du côté de Gawal de la rougeole. Il y a une soixantaine de cas, pour être précis, 69 cas qui ont été décelés du côté de Gawal. 2 décès déjà ont été enregistrés. Il y a une équipe de l'UNICEF qui se bat sur le terrain parce que de façon générale on conçoit que la rougeole concerne la petite enfance, mais là ça va au-delà. Il ne faudrait pas qu'Ebola, c'est le message que nous lançons aujourd'hui, parce que les informations ont été recoupées auprès de l'honorable Gawal, Ousmane Gawal Diallo. Il ne faudrait pas qu'Ebola soit la superstar qui nous masque les yeux, qui nous aveugle face à la réalité des autres maladies. La rougeole est là et les autorités qui s'occupent de cela, ce que je regrette par exemple, c'est que Dr Sakoba, je ne sais pas si le poste antérieur qu'il occupait a été meublé, et si quelqu'un est venu à la place, parce qu'il s'agit quand même des maladies infectieuses. Et la Guinée en connaît de façon périodique. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la place de Dr Sakoba maintenant qu'il a la tête de la coordination? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour mener la troupe contre ces autres maladies telles que la rougeole, qui a déjà fait 2 décès du côté de Gawal? Il y a lieu quand même de concentrer les efforts pour qu'on ne puisse pas seulement parler qu'Ebola, qui mobilise, je sais, assez de moyens, qui mobilise assez d'attention, mais il y a aussi d'autres réalités. Il faut s'occuper de ces autres maladies. C'est le cas de Gawal. Ne laissons pas les gens mourir à petit feu parce qu'il y a une star qui s'appelle Ebola. Je pense que ce qui arrive à la Guinée est très grave. Nous nous comportons depuis quelques jours comme ces nations du XVIe siècle qui ont vu les navigateurs venir pour la première fois. On vous parle de vaccination, on y voit la mort directement. Ça dénote d'un manque de confiance abyssal, un manque de confiance criard qu'il faut relever. Les politiques, je pense qu'ils font très mal à cette nation-là. À cause de leur façon d'agir, à cause de leur gouvernance, le peuple ne parvient plus à leur faire confiance. Vous imaginez, c'est une rougeole. Dans le cas de la vaccination contre la rougeole, ça a toujours existé en Guinée. Est-ce que ça, c'est un effet pervers de l'épidémie d'Ebola? C'est une question qui peut se poser. Aucune famille ne veut une aiguille sur la peau de son enfant. Mais au-delà de ça, j'y vois quelque chose de plus profond. Il y a une rupture totale entre les populations et ceux qui les gouvernent. Et c'est du travail de nos dirigeants de faire en sorte que l'on revienne au rapport qui se doit entre gouvernants et gouvernés. Sinon, on a des difficultés sur un véritable défaut de légitimation de leur autorité. On ne la reconnaîtra pas parce qu'on ne leur fait pas confiance. C'est grave.
Merci beaucoup. J'ai écouté le chef de l'État quelque part qui disait que c'est vrai qu'il y a la réticence, mais qu'il est du ressort des autorités de mettre les populations en confiance en battant campagne, en faisant de la sensibilisation sur le terrain. Vous savez qu'il y a beaucoup plus d'analphabètes en Guinée il faut les amener à comprendre. Il faut faire de la sensibilisation, il faut aller vers eux. Quelle sensibilisation encore, madame? Lamine, tant que Ebola n'est pas fini en Guinée, il faut aller sur le terrain, il faut amener les personnes à comprendre. Tous les jours, ces gens on le fait. Sur le terrain. Je suis d'accord avec Aboubacar Diallo. Mais il faut continuer. C'est bien de dire, c'est bien de taper à chaque fois. Je suis d'accord avec vous. Mais que faites-vous de cette population qui ne veulent pas comprendre du tout? Il y en a qui ne veulent pas comprendre, mais justement, il faut les amener à comprendre parce qu'il y a des personnes. C'est vrai qu'il y en a qui comprennent, il y en a qui ont réussi à y croire, à savoir que oui, Ebola existe, mais je pense que c'est pas parce qu'on l'a fait une fois que il y a toujours des réticences qu'il faut se croiser les bras. L'État doit aller jusqu'au bout. Il faut faire des campagnes de sensibilisation en langue pour amener à ces personnes à comprendre que réellement il n'y a pas qu'Ebola, il y a par exemple la rougeole, il y a la varicelle, il y a d'autres maladies qu'il faut combattre. Voilà. Je pense qu'on ne va pas se croiser les bras parce que oui, il y a des réticences. On dit pareil, on se comprend pas. Moi je pense qu'il faut à Tamba d'autres basicles pour voir le problème autrement. C'est extrêmement important. Je ne pense pas qu'on puisse observer ce phénomène de réticence, d'ébolaphobie, d'ébola-rumeur sous l'angle d'une rupture de confiance entre l'État et ses populations. Il faut pointer. C'est extrêmement important. On ne peut pas à tout moment faire porter tout le chapeau du dérèglement qui est en cours par rapport à Ebola à l'État seul. Ouais. Je pense que les populations ont une grande part de responsabilité dans ce qui se passe. Dites-moi, est-ce que c'est l'État qui a conduit les populations de Yimbaya à s'attaquer à des équipes, à des forces de sécurité qui étaient venues cueillir un imam indélicat qui était identifié comme personne contact, qui était identifié comme meneur? Dites-moi que c'est l'État qui les a... Non, attendez. Bien sûr, il y a dans la méthode d'approche. Écoute, je sais comment je vais te dénoncer ce matin. Du côté de Fria, je pense que c'est pas parce que le chef de l'État dit d'utiliser le bâton. N'allez pas porter. Il faut quand même accepter ce que les agents des forces de l'ordre font. Moussa, laissez-moi finir. Il y a également une exagération à l'État. Les populations ont été sensibilisées. Il n'y a pas un micron de ce territoire qui n'a pas reçu d'équipe de sensibilisation et des organismes présents aux côtés de la Guinée et de la coordination. Je pense qu'il y a eu de la communication et de la sensibilisation suffisamment. Les gens ne veulent pas comprendre. Les gens sont réfractaires à tout ce qui touche à Ebola. Et allez du côté de Farana. Qu'est-ce qui se passe à Forêt-Carrière plutôt? Les gens ne veulent pas du tout comprendre et accepter tout ce qui est relié à Ebola. À un moment donné, les populations doivent aider cette nation. Mais je pense que il y a des Ebola inconscients. Voilà, allez, on va revenir dans un instant. Toute l'équipe des GG. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Et c'est jusqu'à 10h30. Merci de nous rejoindre. Continuez à réagir. Beaucoup de réactions sur notre plateforme GG au 8037. Sinon, si vous nous écoutez à l'étranger, le www.espacefmguinée.info. On va revenir sur l'actu majeur. On parle encore d'Ebola ce matin. Mohamed, c'est comme vous voulez. On va essayer de partir du côté de la présidence. Et c'est Nabi Youssouf Kiridi Bangoura qui nous a appelé dans un instant, qui va intervenir en ce qui concerne pourquoi pas. Voilà, cette actualité. Un nouveau plan donc de riposte et de relance économique post-Ebola adopté hier à Conakry par le chef d'État de l'Union du fleuve Mano, baptisé Zéro Ebola en 60 jours. On reviendra là-dessus. Dans Sakuruma aussi nous attend et nous allons essayer de joindre aussi Michel Sonomou qui va revenir un peu plus tard dans cette émission. On s'intéresse au drame de Womé ce matin. Mais bien avant, Roby, nous avons une réaction évidemment du gouvernement, on va le dire comme ça mon cher ami. Oui, la réaction suite à la sortie médiatique de Gourissi Condé la semaine dernière, qui taclait le gouvernement sérieusement sur la question de la sécurité. Réaction du berger à la bergère. On nous apprend ici que M. Gourissi aurait la mémoire courte quand il était ministre de la Sécurité. Deux phénomènes se sont développés dans les pratiques des services de police: arrestation extrajudiciaire et rapt les week-ends. Le plus souvent, on arrêtait d'abord, puis on fabriquait les délits à l'époque
le ministre de la Justice n'a appris tardivement l'enlèvement du patron de l'Indépendant. Le ministre de la Justice de l'époque était agacé de voir son homologue de la sécurité, en l'occurrence M. Gourissi, de s'immiscer dans ses affaires. À l'époque, l'homme de main de M. Gourissi, c'est un certain commissaire Maviatou Chérif qui voulait jouer au M'as-tu vu pour une hypothétique promotion et se réclamait de la DST avant de se retrouver dans les locaux des anti-gangs. Pour quand quelqu'un au nom... Alors, on conclut par quand quelqu'un au nom de la soi-disant morale administrative était mêlé à ces pratiques pareilles, veut s'ériger en donneur de leçons, ça craint. Alors quelques petites précisions, c'est très important. C'est évidemment quelqu'un qui a envoyé ce message au porte-parole du gouvernement et qui nous l'a transféré. Ce n'est pas évidemment une réaction directe du gouvernement guinéen. C'est important. Ouais. Voilà. De toutes les façons, par personne interposée qui est dans le gouvernement, c'est forcément la réaction du gouvernement. C'est important. Non, c'est pas la réaction du gouvernement. Allez, on va s'écouter les gars, c'est très important. L'auditoire ne comprend rien du tout. Moussa Moïsila. Allez. Ce n'est pas du tout une réaction officielle du gouvernement. Qu'est-ce que vous racontez? C'est le porte-parole du gouvernement qui a envoyé, qui a transféré. Allez, on va s'écouter les gars, sinon ça devient très compliqué. L'auditoire ne comprend rien du tout. Pour moi, c'est de la médisance. Je pense que dans ce pays, c'est très facile de critiquer. Dr Kourissi, en prenant la parole lui-même, il avait bien souligné. Il avait dit qu'après ce studio, certainement, que certains ne vont plus me saluer, certains ne me regretteront il avait prédit. Il avait la même estime. Je pense que dans ce pays, que tout cela soit fait ou pas, Dr Kourissi, en tant que bon citoyen, je pense qu'il a donné son point de vue et proposé aussi des solutions. On ne peut pas quand même cracher dans cette... Oui, on est dans un pays, on aime jeter la faiblesse de ses responsabilités sur les autres. Je pense que Dr Kourissi Kondé, en tant que citoyen de ce pays-là, a parfaitement la légitimité de dire son mot par rapport à la situation. Maintenant, si vous voulez, si ça ne vous plaît pas, vous donnez des exemples concrets. Mais de là à mettre toute la responsabilité en disant que voilà, c'est parce qu'il a été à la tête du ministère de la Sécurité, voilà, il peut pas s'ériger en donneur de leçons. Moi, je me dis que c'est trop bas comme hypothèse. Eh ben voilà. Je pense qu'il faut éviter les débats de caniveau. On a reçu un grand monsieur la dernière fois qui nous a donné son expertise par rapport à la gestion de la sécurité dans son pays. Je pense qu'il a été ministre de la sécurité. Donc c'est un homme du sérail qui sait de quoi il parle. Ouais. Je pense qu'on devrait plutôt s'intéresser à la pertinence de ce qu'il dit, plutôt qu'à sa gestion du passé. Oui. C'est une réaction qu'une personne a envoyée au porte-parole du gouvernement et qui a voulu partager ça avec nous. Je comprends justement. Voilà. Moi, mon analyse s'adresse justement à cette personne. Plutôt que de passer son temps à critiquer la gestion du passé de ce ministre, je pense qu'il devrait d'abord analyser la pertinence, parce que en analysant la pertinence de son expertise, en tout cas de l'expertise qu'il nous a accordé la dernière fois, il participe lui aussi à réduire, à lutter contre la criminalité dans notre pays. Je pense que dire à son temps, il y avait ceci, il y avait cela, je pense que c'est un débat de clocher. Allez-y, monsieur. Ça peut être, comme on l'a dit, c'est un citoyen ordinaire peut-être qui a envoyé ce message au porte-parole et il a voulu le partager. C'est pas parce que peut-être que l'homme n'est pas parfait. Monsieur Gourissi a été ministre de la Sécurité. On ne peut pas dire que tout pouvait marcher, tout pouvait être rose, même s'il y avait des problèmes, des couacs en ce moment. Ce monsieur aujourd'hui, il est connu à l'échelle internationale. On sait avec African Crisis Group qu'il gère en Guinée et même ailleurs à Ouagadougou, il a son siège là-bas. Je pense que si l'homme a acquis une expérience, il veut partager cette expérience avec le peuple de Guinée aujourd'hui. Il ne faut pas, je pense, marcher sur tout, cracher sur tout. Il faut tirer, en tout cas, ce qui est meilleur par rapport à ce que des personnes donnent. Il ne faut pas voir tout en noir. En Guinée, on voit tout en noir, la mine. Allez-y, Tamba. Moi, je déplore un tout petit peu que le ministre d'Amantan ait acheminé un tel message. Pourquoi? Pourquoi? Attendez. Moi, je vais vous dire pourquoi. Absolument. Son plein droit. C'est son opinion. Il a juste voulu partager avec nous ce qu'un auditeur disait par rapport à cette histoire. C'est aussi simple que ça. Mais non, Tamba, ne tombe pas plus bas, s'il te plaît. Je ne suis pas tombé plus bas. Vous allez m'écouter. Quoi de mal à partager un message qu'il a reçu? Ce que je suis en train de dire. Il est aussi du droit de Tamba de porter un jugement sur ça. Absolument transfert. Et je déplore. Bravo.
Le ministre Damantan, qui n'est pas n'importe qui, on sait qu'il est non seulement porte-parole du gouvernement guinéen, le ministre Damantan, c'est quelqu'un avec beaucoup de potentialité, avec beaucoup de personnalité. Merci, Djibril. Moi, je m'étonne que monsieur le ministre ait fait acheminer un tel message. Voilà. Je vais vous le dire pourquoi. Ouais. Depuis qu'il y a eu cette crise sécuritaire qui continue de faire son chemin, on se pose la question aujourd'hui de savoir quelles sont les propositions pratiques qui ont été données par ce gouvernement-là. Plutôt que de gérer la question et nous donner des propositions qui vaillent, ce gouvernement, et une partie d'ailleurs, s'est réunie autour d'une crise où, au lieu de discuter insécurité, ils sont permis d'aller parler de carburant. On doit poser la question à monsieur le ministre qui a fait acheminer, moi c'est ma question que je lui pose, est-ce que la communication de Dr Sékou Koureissi Condé ne pouvait pas avoir à apporter du nouveau dans la lutte contre la sécurité, contre l'insécurité en Guinée? C'est une question qui se vaut. Si ça peut être utile, autant suivre ce qu'il propose, et c'est tout ce dont nous avons besoin. D'ailleurs, les réflexions de Dr Koureissi Condé aujourd'hui sont les résultats du recul qu'il a eu, certainement. Il a certainement tiré de ses erreurs, puisque personne ne peut nier qu'il a fait de belles propositions. Moi, je voudrais qu'on tire le sucre de ces propositions-là, au lieu de se mettre à se baser sur des petits messages. Mais ce que je voudrais souligner, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a un gros problème. Nous parlons de Conakry, mais la dernière fois, j'ai pris langue avec des agents de sécurité à l'intérieur du pays qui nous disaient « Ouais, vous vous focalisez sur le cas Conakry, nos autorités discutent carburant, mais nous, ici, à l'intérieur du pays, vous vous rendez compte qu'il y a des services, des agents qui peuvent faire 1-2 mois sans une goutte de carburant dans les camions qui sont chargés de faire les patrouilles. » Mais où va le ministre? Ahmed nous disait la dernière fois qu'il a charcuté son budget de carburant de 100 millions à 25 millions. Mais où sont partis le reste? Est-ce qu'il y a eu une incidence? Est-ce que ce qu'il a enlevé sur son budget s'est incidenté sur les autres services? Comment expliquer que à l'intérieur du pays, que des agents de sécurité n'aient même pas une goutte d'essence dans les dans les véhicules pour effectuer les patrouilles? Pourtant, certes, il y a des attaques à Conakry. Conakry a la chance. Nous avons les médias, on les voit, mais à l'intérieur du pays, c'est pire. Dans les villages, il se passe des choses, dans les préfectures, il se passe des choses pire. Les agents de sécurité ne sont même pas capables de remonter l'information ici parce qu'ils ne sont même pas au courant, parce qu'ils passent toute la journée en train de dormir dans leur bureau, tout simplement pas équipés. Je vous dis que c'est dramatique. La situation, ils ont le budget. Ils ont le budget pour cela. C'est à eux de mener le travail de manière parfaite. La dernière fois, j'écoutais Tamba qui déresponsabilisait un peu l'État en le mettant sur les partis politiques, etc. Mais il faut souligner ici que ce sont les institutions de la République qui ont le rôle régalien d'assurer la sécurité des populations. Ils ont le budget pour cela. Personne ne doit le faire. C'est à eux de le faire. Voilà. Le nouveau plan de riposte contre Ebola, donc on va revenir là-dessus. Hier, en tout cas, il y avait quelques chefs d'État africains ici à Conakry. Pour l'instant, on n'arrive pas à joindre Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, mon cher Abaka Diallo. Vous allez revenir sur cette actualité parce que on nous dit un rapport sera présenté du côté de Bruxelles le 3 mars. Mais bien sûr, moi je suis resté totalement sur ma faim au sortir de ce sommet de Conakry. C'est que des mots abstraits, des mots vagues. Franchement, on a dit que c'est un nouveau plan, mais moi, franchement, honnêtement, où est passé l'ancien plan? Moi, j'ai rien vu, j'ai rien observé de nouveau. On a dit qu'on mettait ensemble les différents plans de riposte qui ont été expérimentés dans les différents pays et que on allait en tirer les points forts pour en faire un nouveau plan. Est-ce que ce nouveau plan va pouvoir nous permettre de nous sortir du mauvais pas d'Ebola? Moi, franchement, je suis resté sur ma faim. J'ai rien vu que des mots abstraits. Voilà, ça c'est compliqué, Djibril. Parce que c'est bien. Moi, je rentre ce matin devant Roby. Allez, tu vas pas faire quand même des tonnes. Lorsque vous dénoncez, voilà. Allez, mais merci beaucoup. Vous êtes juif. Vous venez du Libéria, vous êtes léonais, la réalité tombe aujourd'hui. Quelle honte quand on sait que la semaine dernière, nous avions Sakoba ici dans notre studio qui nous disait ouais, les 40 jours sont encore valables. Hier, on s'assoit dans les bureaux dans les cases de Bellevue, on nous ressort un nouveau plan avec l'aide de nos amis de l'extérieur qui nous disent finalement il faut aller tuer le mal. Il faut aller tuer le mal à la racine. Aujourd'hui, on nous dit qu'un nouveau plan à 60 jours, 0 Ebola commence à partir du 15. Où est passé l'ancien plan? Il faut qu'on nous donne des explications. Nous avons Nabi Youssouf Kiridi Bangoura en direct chez les GG. Les grandes gueules.
Allez, qui est parti, hein, Mohamed. Voilà, on sait pas. Alors, très rapidement, je ne suis pas d'accord avec Abouaka quand il dit que bon, ce ne sont que des mots abstraits. Il y a quand même une chose, Lamine. Je pense qu'on n'a pas, en attendant de voir ce plan harmonisé entre les différents chefs d'État africains, c'est important de noter une chose. C'est important de noter l'harmonisation des stratégies au niveau sous-régional. Ça, c'est important. Ce qui n'était pas le cas. Parce que chaque pays, parce qu'on parle d'une épidémie qui est transversale, qui va au-delà des frontières guinéennes. Donc, une stratégie nationale ne suffit pas. Il faut une stratégie harmonisée. Donc, c'est important que... Non, ce n'est pas la première fois. On revient dans un instant, Djibril. Nous avons Kiridi en direct chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur Kiridi Bangoura, bonjour, vous êtes dans les GG. Hier, les chefs d'État de la Mano River Union se sont retrouvés à Conakry pour plancher sur l'épidémie Ebola. Dites-nous, qu'est-ce qui a sanctionné cette rencontre? Disons que cette rencontre a donné deux résultats extrêmement concrets. Le premier résultat, c'est la consolidation d'un plan harmonisé de riposte validé par les trois chefs d'État pour les trois pays. Il faut noter que chacun des trois pays a fait des progrès extraordinaires dans la riposte. Mais il faut noter également que les vecteurs et facteurs de l'épidémie sont essentiellement des vecteurs dynamiques et transfrontaliers. Donc il n'est pas possible qu'un plan de riposte soit isolé d'un autre. C'est pour cela que les trois pays ont voulu avoir un plan harmonisé, leur permettant de poursuivre leur plan en ayant comme convergence le plan harmonisé. Ça, c'est le premier résultat concret. Ouais. Le deuxième résultat concret, c'est la relance post-Ebola. Parce que quand vous êtes dans une stratégie de gestion de crise, ce qu'il faut éviter en règle générale, c'est le mur. C'est-à-dire, c'est de gérer la crise et de ne pas gérer l'après-crise. Vous sortez de la crise, vous vous demandez après subitement, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour éviter ce mur, les chefs d'État ont chacun de leur côté, et sous le leadership du président en exercice de la Mano River, le professeur Alpha Condé, demander à leur gouvernement et aux experts et aux institutions internationales de plancher sur un plan post-Ebola. Que le président de Jenkins, le président de la Banque mondiale, a appelé avec le professeur Alpha Condé le plan Marshall pour les trois pays. C'est-à-dire tous les domaines qui ont été impactés par l'épidémie, le domaine de la santé essentiellement, le domaine de l'éducation, le domaine de l'agriculture, le domaine de l'énergie et des infrastructures interpays, que tous ces domaines-là puissent être analysés, évalués, pour que le 3 mars, dès le 3 mars à Bruxelles, une première présentation permette aux trois pays non seulement de s'occuper chacun de la relance de leur propre pays, mais aussi de travailler dans un cadre harmonisé. Alors, je crois qu'au mois d'avril, aux sessions de printemps des institutions de Bretton Woods, le même plan sera présenté pour essayer d'une part d'aller dans le sens de l'appel de l'Union africaine de la réduction de l'annulation de la dette des trois pays, mais aussi et surtout de la mise en place d'un programme spécial de relance pour les trois pays. Monsieur le ministre, on a l'impression que ce sommet est important, mais en même temps, en tant que Guinéen, j'ai l'impression que nous sommes dans de petits souliers face aux Sierra-Léonais, aux Libériens. Quand même, dans cette lutte, comparativement à ces deux autres pays, nous sommes très en retard dans la lutte réelle contre Ebola. Je pense que c'est une main tendue que le Libéria et la Sierra Leone font à la Guinée. La Côte d'Ivoire aussi. La Côte d'Ivoire également. Écoutez, les chiffres sont là. Pour le moment, c'est vrai que l'épidémie a notamment baissé au Libéria. Je crois que les chiffres de la Guinée sont plus bons que les chiffres du Libéria et de la Sierra Leone, mais c'est pas un concours. Nous ne sommes pas dans un concours. Vous savez, l'épidémie, en mathématiques, l'épidémie obéit à la loi de la propagation. Vous avez toujours des pics. Il y a un moment où vous avez toujours des pics qui reviennent, même quand vous êtes dans une séquence globale de descente vers la fin de l'épidémie. Nous sommes en train d'enregistrer ça actuellement en Guinée. Le Libéria a connu ça il y a 4 semaines. En Guinée, ce qui s'est passé de positif, c'est que des poches de résistance, notamment à Folcaria et à Lola, ont été totalement ouvertes. On a pu faire intervenir les agents de santé sous la coordination de Dr Sakoba et tous les partenaires internationaux. On a pu avoir accès à des villages où il y avait des malades qui soit s'ignoraient, soit se cachaient. Alors, et cette réalité-là a fait monter les chiffres. Écoutez-moi. Allez-y, monsieur. Écoutez-moi, c'est important qu'on vous donne l'information, c'est notre devoir aussi.
Et ces chiffres qui montent sont le reflet de la réalité de terrain. Vous allez constater à partir de cette semaine que les chiffres vont commencer à notablement baisser. Ce qui est important, c'est la relation à la réalité, qui n'est pas un concours de vitesse, c'est une course de fond. Pour vous donner des repères, pour que l'épidémie soit déclarée totalement terminée dans un pays, il faut que le dernier cas signalé date de 42 jours. 2 fois 21 jours. Donc voilà pourquoi le délai qui a été pris par les 3 pays est un délai qui tient compte des règles et de la science de l'épidémiologie. C'est tout. Nous sommes dans quelque chose qui obéit à des règles. La volonté compte, la lutte est bien menée, mais il ne faut pas qu'on se mente. C'est maintenant que les efforts doivent être accrus. Plus vous êtes proche de la fin, plus vous devez vous battre encore plus pour ne pas que les pics reviennent, remettre en cause tous les efforts et les résultats obtenus. Voilà. Alors, monsieur le ministre, ça nous permet en tout cas ça permet à la coordination de tirer son épingle du jeu parce que les 60 jours qu'elle avait annoncés devraient normalement se terminer en mars. Ça nous a permis quand même en tout cas de savoir qu'en mars ce n'était pas possible parce qu'on nous apprend que les 60 jours, le nouveau plan commence à partir du 15, notamment hier. Hier, comme tu as fait toi de la planification, hein, tu as pris ça à aidation, non? Oui. C'est très bien. Il y a ce qu'on appelle les plans glissants. On a 2 niveaux de planification. On a un premier niveau de planification qui est le niveau national, qui continue à courir. En bas, on verra ensemble si la coordination et les partenaires ont eu raison ou tort. Mais ce plan est le plan et de la coordination nationale et de l'ensemble des partenaires internationaux. En mars, on verra. Mais attendons d'être au mois de mars. Voilà. Monsieur Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, donc ministre, chef de cabinet et porte-parole de la présidence. En direct, allez-y. Oui, mais monsieur le ministre, si les autres viennent rapidement chez nous pour discuter d'un nouveau plan qui court à partir d'hier, c'est qu'ils se sont rendus compte que le premier plan ne va pas marcher. Est-ce que finalement, nous disons que le Libéria et la Sierra Leone a réfléchi et la Côte d'Ivoire ont réfléchi et ont vu que la réticence en Guinée prend du terrain, la réticence devient un véritable problème d'Ebola et qu'ils ont voulu venir nous réfléchir à la stratégie de lutter contre cette résistance-là. Écoutez, vous savez, l'autodénigrement et l'autodévaluation est devenue une séance courante chez nous. Il faut faire très attention. C'est la Guinée qui a pris l'initiative d'appeler ce sommet. Excusez-moi, la riposte dans les 3 pays est gérée par les mêmes organisations internationales qui apprécient les efforts qui sont fournis dans les 3 pays. Les 4 pays se donnent la main pour lutter contre un phénomène transfrontalier. Mais encore une fois, aucun d'eux n'a sous-estimé ni l'effort fourni par la Guinée, ni les résultats obtenus par la Guinée. Aucun d'eux. Ouais. Si on se réfère un petit peu du cas de Guékédou, voilà, on va essayer d'en parler parce que là, nous tendons carrément à 0 cas Ebola, mais comme vous avez dit tout à l'heure à l'entame qu'il faut attendre 42 jours. Finalement, si on se servait de ces régions pour en faire un cas aussi du côté de Conakry, du côté de la coordination, parce qu'il faut toucher la plaie. Je sais que vous n'allez pas, comme vous l'avez dit, s'auto-dénigrer, mais dites-nous, monsieur le ministre, ce que vous avez comme vision en ce qui concerne la coordination, parce que là, il faut toucher la plaie. Écoutez, la coordination a lancé, j'ai géré avec beaucoup de discrétion, en tant que ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, une mission particulière que le président m'a confiée de superviser les relations entre la coordination et les structures d'État, les relations entre la coordination donc une police secrète et des partenaires. C'est pas une police secrète, c'est discret. Vous savez, l'administration c'est aussi cela. Oui. Et ce que j'ai constaté, c'est que l'effort a été demandé il y a quelques semaines et à la coordination et à l'ensemble de nos partenaires de travailler dans une stratégie d'état-major opérationnel avancé. C'est-à-dire d'avoir moins de personnes à Conakry et de plus de personnes sur le terrain. Déjà, ça c'est la première chose. Même l'UNMIR, qui est dirigé par Abdou Dieng, qui est un ami, et qui lui-même a déconcentré 2 tiers de ses effectifs de Conakry sur le terrain. La coordination a fait de même. Mais comme vous avez noté, au niveau de la Guinée forestière, les efforts là sont très payants aujourd'hui. À Forekaya, ça nous a permis d'être dans une situation en face de la réalité. Autour de la couronne de banlieue de Conakry, on a des cas qui montent ici et là, et on a décidé de mettre en place une déconcentration des moyens à Conakry aussi à l'échelle des communes. C'est pour cela que dans chaque commune de Conakry, on a installé et équipé
une coordination communale de la lutte contre Ebola. Bien. Donc, encore une fois, quand vous êtes en plein effort, vous êtes obligé d'adopter une stratégie de remédiation progressive. Plus vous agissez, plus vous apprenez de l'action et plus vous améliorez votre stratégie. En clair, qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre exactement? C'est la communication qui n'a pas marché, il y avait un décalage entre le coordinateur. Non, ce que je regrette, oui, c'est qu'on n'ait pas mis quelqu'un comme Gracie et ses compagnons dans la commission de communication de la coordination. Pourquoi? Ouais. Écoutez-moi très bien. C'est une cause nationale, nous sommes en guerre pour la survie de notre peuple. J'aurais aimé que l'ensemble de la presse privée et publique guinéenne soit partie prenante et opérationnelle de la coordination au lieu d'être en position d'observation du match qui joue l'avenir et le destin de notre pays. Voilà. Et ça, c'est pas de votre faute. On prendra des initiatives dans ce sens-là. On aurait aimé que vous, chaque matin, chaque 15 minutes, Espace sensibilise sur Ebola, et cela vraiment en partageant les coûts et les moyens avec l'État et la coordination. Voilà. C'est extrêmement important. La coordination n'est qu'un outil collectif. Ouais. C'est un outil à la disposition de tous pour lutter pour tous. Vous savez, il y a une image que j'aime donner ces temps-ci pour faire réfléchir les Guinéens sur notre incapacité à nous faire confiance et à souhaiter que Guirassy soit notre tireur de pénalty. Vous voulez que je vous raconte cette histoire? Allez-y. La Guinée ressemble à une équipe de foot qui arrive en finale de la Coupe du Monde avec le Brésil. Nous sommes en finale. Après les prolongations, nous tirons les pénaltys. Le Brésil a tiré 5 pénaltys, a marqué 4, a raté 1. La Guinée a tiré 4 pénaltys, a marqué 4. Donc, Guirassy, tu te rends compte, toi qui es amateur de football. Le dernier tireur de pénalty guinéen arrive devant le ballon. Mais il se trouve que c'est le petit Guirassy qui tire le pénalty. Moi, Guinéen, je souhaite avoir la coupe. Mais je ne veux pas que Guirassy ait la gloire de tirer le pénalty et de marquer le pénalty. Donc nous sommes toujours dans l'ambivalence de souhaiter le bien, mais de souhaiter que ce bien-là ne vienne pas d'un autre Guinéen. Ouais. Donc nous avons cette stratégie-là, sans nous rendre compte qu'elle est devenue plus forte que nous. Notre inconscient nous pousse à dévaloriser ce que chaque Guinéen fait. Ouais. Espace est une bonne radio, mais n'est pas une bonne radio parce que c'est Guirassy qui anime. Avec Adafo, avec mon jeune frère qui est administrateur chez vous. Ouais. C'est extrêmement important que nous nous fassions confiance, que nous pensons que la coordination, c'est nous tous, c'est notre outil, on doit l'améliorer, on doit corriger, on doit avancer ensemble pour que nous puissions gagner ensemble. Ouais. On a un tireur de pénalty, c'est Guirassy. Nous devons souhaiter qu'il marque le pénalty. Parce que s'il ne marque pas le pénalty, on ne gagne pas la coupe. Ouais. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Mesdames et messieurs, continuez à réagir. GG au 8037. Toute l'équipe, Badembo Diaby, Michel Tolno, Mohamed Diaby, encore qui sais-je, Ibrahima Souri 5 Souma. On vous donne rendez-vous dans moins de 10 minutes sur Radio Espace. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et c'est jusqu'à 10h30, donc 20 minutes à passer avec vous. Mesdames et messieurs, on va essayer de faire lecture de quelques SMS reçus à l'instant T, voilà, sur notre plateforme GGO 8037. On y va avec ce message. Salut les grandes gueules. Eh bien, les chambres froides et les fabriques de glace a coûté à la Guinée 8 milliards de francs guinéens. Donc les personnalités ont annoncé, je comprends pas ce qu'il veut dire, voilà. Sinon c'est tout message qui dit bonjour les GG. Salim Bindi qui nous envoie ce message. Lamine, tu me déçois ce matin. Pourquoi tu défends Albert Damantan Camara? Est-ce que tu arrêtes de défendre l'avocat, je sais pas, tu fais l'avocat du diable? Eh bien voilà. Merci, ça vous dit qu'on ne censure rien. Lamine, veuillez dire à nos autorités la démagogie de lutte contre Ebola. Baldé Fatakou donc qui nous envoie ce message. Bonjour les GG. Si pour le cas Dr Gouressi,
vous étonne. Je suis surpris. Il est dans les nappes de l'opposition simplement parce qu'il parle de la réalité. C'est d'autres message qui dit bonjour les grandes gueules, dites à Boubacar, lorsque les dirigeants sont plus démunis, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Je comprends pas, franchement, voilà. Bonjour les GG, vous faites du bon travail, voilà. Pour ma Guinée sans démagogie. Merci beaucoup. C'est autre message, on va terminer là-dessus, hein, voilà, à dire bonjour les GG DTS depuis Wanindara. La Guinée fait honte. L'État a pris l'habitude de mentir à la population. Pour beaucoup de gens, il n'y a pas d'État en Guinée. Allez, et ça serait le dernier. Donc, continuez à réagir là-dessus. GG au 8037. On va y aller. Et dans un instant, Abaka Diallo avec Dansa Kourouma. C'est bien ça. Donc, une autre marche en prélude. Hein, c'est bien ça, mon cher ami. Oui, une autre marche pour à nouveau crier le ras-le-bol général qui s'est emparé des populations face à cette situation d'insécurité, de montée de l'insécurité en République de Guinée. Et cette marche qui aura lieu donc le jeudi, elle est l'initiative de l'ensemble des plateformes. Apprend-on l'ensemble des plateformes des organisations de la société civile. Elle fait suite à cette marche qui a été organisée samedi, à laquelle nous avons participé du côté de Kaloum par l'association. Ah mais bien sûr, oui. Je pense qu'il est temps de lever le point contre cette situation de dérèglement sécuritaire. Mais pourquoi la RTG n'a pas couvert là? Mais c'est assez grave, je me suis étonné. Moi c'est après que j'ai posé la question, on m'a dit que la RTG n'était pas là. Je ne sais pas si Dame Moussaïro il a adressé un courrier à la RTG. On leur a adressé un courrier. C'était pas de la propagande, ils viendront pas. Et est-ce que j'ai noté aussi que les organisations de la société civile, la radio télé bidon guinéenne. Mais merci beaucoup, Roby, s'il te plaît, mon cher ami, s'il te plaît. Voilà. Et je pense que l'une des premières questions qu'on va poser tout à l'heure à M. Dansa Kourouma, c'est de savoir pourquoi on a vu l'ombre pratiquement d'aucune organisation de la société civile, sauf la PQD d'ailleurs. Sauf la PQD. Donc, pourtant, Moussaïro nous a fait comprendre qu'elle a adressé, son association a adressé des courriers à toutes les plateformes. Est-ce que, parce que. Il y a la peur au ventre. Est-ce que parce que ces plateformes. Non, mais il y a la peur au ventre. Non, moi, c'est la plateforme qui devait faire le La vérité, ces organisations ont l'impression de s'être fait couper les herbes sous les pieds par une jeune association qui a pris l'initiative, qui a été la première donc à penser à organiser une marche. J'ai dit quelque part que Moussaïro était en train de devenir le symbole de l'engagement de la gente féminine contre l'insécurité et l'injustice en Guinée. Voilà, les amis, laissez-moi placer ça. Hein. C'est Dr Fodéous Fofana qui nous envoie ce message. Alors là, ça devient compliqué parce que je vais aller jusqu'au bout là-dedans. C'est mieux de laisser Dr Sakoba parler d'épidémiologie. C'est bien cela. C'est pas le domaine de Kiridi Bangoura. Et il signe honorable Dr Fodéous Fofana. Allez. Alors rappelez-moi pour dire qu'il y a une fracture et cela nous avons pu constater cela samedi dernier, je pense, à l'occasion de la marche organisée par l'association de Moussaïro. À ne pas voir le CNOX représenté, d'autres plateformes également représentées, j'ai compris que la fracture est énorme entre les différentes plateformes de la société civile. Il y a lieu quand même de remercier tous ceux qui ont participé à cette marche. Nous étions à l'avant-garde de la marche parce qu'on a envie quand même de lancer ce message à l'État pour que l'État comprenne que trop c'est trop. Donc, vous faites partie de l'association? Non, mais écoute, c'est une cause nationale. C'est une cause nationale. Non. Laissez-moi. C'est à Moussa Mouri ici là que j'ai posé la question quand même. Moussa Yoruba. Est-ce que ça, c'est pas une femme? On n'a pas vu Djibril, on n'a pas vu Roby. C'est une cause nationale, je pense. Et il y a lieu de remercier Moussaïro pour l'engagement. Ce que la société civile vienne après organiser notre marche, l'essentiel est que ce soit pour la même cause et que ce soit le peuple de Guinée qui soit réellement vraiment au centre de tout cela, quoi. Voilà, pour l'instant on n'arrive pas à joindre dans sa cour, donc c'est assez compliqué à la fin du compte. C'est symbolique qu'une femme soit à la tête d'une organisation et que cette organisation puisse en quelque sorte extérioriser son ras-le-bol par rapport à un phénomène qu'est l'insécurité. Je pense que c'était important que des journalistes prennent part à cette manifestation. Mais ce qui est surtout important, au-delà de la symbolique que revêt cette manifestation, ce sont les stratégies pour lutter contre l'insécurité dont on a besoin. Ouais. C'est extrêmement important. Pour le moment, on a l'impression qu'il n'y a pas de stratégie. Le gouvernement patauge dans les hypothèses. On n'a pas une stratégie, on n'a pas une visibilité, on n'a pas une lisibilité sur la stratégie gouvernementale. Et aujourd'hui, l'insécurité, c'est devenu un phénomène, un grand phénomène dont dont tout le monde est victime. C'est important que le gouvernement décline sa stratégie contre l'insécurité
en Guinée qui continuent de faire des victimes. Voilà, nous avons en direct chez les GG Maître Ladila, Michel Sonomou. Roby, en direct, donc il est parti, hein, voilà, c'est un peu compliqué. Allez-y, Roby. Ce que je voudrais dire, moi, ce qui me consterne dans cette histoire, c'est le mutisme total. Alors là, total du ministre de la Sécurité qui ne fait aucune déclaration sur ce sujet-là, alors que nous assistons tous les jours à des braquages, à des tueries, à des attaques. L'insécurité est devenue vraiment un problème récurrent dans notre pays. Mais le ministre de la Sécurité est dans un silence coupable, mais énorme. Il ne s'exprime pas là-dessus. Non, arrête, Djibril. Mais écoute-moi. Djibril, écoute-moi. Laisse-moi aller jusqu'au bout de ma logique, après tu parleras. Qui porte une politique. Il peut aller jusqu'au bout. Le ministre est à la tête d'une institution, c'est lui la première personne, c'est lui qui oriente la stratégie, c'est lui qui donne les pôles d'action de son ministère, c'est lui qui gère le budget en charge de la sécurité, c'est lui qui devrait faire une déclaration. Je vais aller plus loin pour prendre l'exemple de la France, on va peut-être pas faire une transposition de situation, mais lorsqu'il y a eu des tirs à Marseille, c'est le ministre Val qui est allé sur place et a fait des déclarations, a fait des annonces, a promis que des mesures drastiques seraient prises. Pourquoi pas la même chose ici? Chaque jour, nous assistons à des attaques, pas plus tard qu'avant-hier, encore tous les jours, et le ministre reste dans un mutisme total, et après on me dit que c'est parce que c'est le Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Roby, voilà. Parce que c'est important aujourd'hui que le nouveau monsieur sécurité de la Guinée, délie les langues en fin de compte, pour qu'on sache finalement quel est le fond de sa pensée. Quelles sont ses stratégies, quels sont ses moyens d'action, quelle est sa vision globale, holistique sur des questions aussi importantes comme la sécurité, comme le banditisme, comme la criminalité transfrontalière ou comme la circulation des armes. Je pense qu'il a une vision là-dessus, moi je l'ai approché, mais ce monsieur, il ne peut pas se claquemurer dans ce silence-là. Sinon à quoi il sert face à ce dérèglement sécuritaire auquel nous sommes en train d'assister. C'est important qu'il communique. Il était attendu dans cette émission-là. On lui a conseillé plutôt une sortie dans les médias avec une conférence de presse qu'on attend toujours. Je pense que face à ce qui se passe, monsieur le ministre ne peut pas se taire aussi longtemps. Voilà, raison pour laquelle je dis et j'ai demandé au président de la République solennellement, qu'il la lève, c'est aussi simple que ça. Attendez, il faut qu'on arrête un petit peu là. Lorsqu'on ne produit pas de résultats, vous pliez bagage. C'est aussi simple que ça. Voilà. Il y a quand même les grandes gueules. Allez-y, Tamba. Voilà, j'ai écouté l'épithète que avançait Roby, un mutisme révoltant. Moi, je pense qu'il est même insultant. Lorsque dans un pays où on est en train d'assassiner des gens froidement, comme ça l'a été pour M. Diaoné et combien d'autres cas avant. Il y a beaucoup de mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Mais on ne parle que de M. Diaoné, autant en parler encore. Et peu après, qu'est-ce qu'on fait? Les coupeurs de route continuent de sévir. On se pose les questions, qu'est-ce qui est en train d'être fait? Alors dans une telle situation, lorsqu'un ministre se permet de garder son silence pour quelque raison que ce soit, moi je dis que c'est insultant pour le peuple de Guinée. Il faut nécessairement une réaction. Mais de l'autre côté, les marches qui sont en cours, la grosse question, c'est qu'est-ce que ça va donner? On a besoin de savoir s'il y aura une réponse sérieuse après. On veut manifester contre, mais qu'est-ce que cet État nous propose pour nous sécuriser? C'est la question qui demeure. Je pense que le silence monacal dans lequel s'est muré en quelque sorte les grandes gueules dénote d'une absence de politique sécuritaire. On va me dire, le ministre a sa politique, mais qu'il nous décline cette politique. Moi, c'est pourquoi je n'en veux pas tellement. Je pense que ce département, ce secteur est victime de la rotation. Il y a des secteurs qui n'ont pas besoin de rotation. C'est pas pour rien la campagne agricole connaît des échecs, parce que le domaine agricole a connu 3 ministres quand même la mine en 4 ans de gestion. Je pense qu'il y a des secteurs stratégiques tels que la sécurité, tels que l'agriculture, qui n'ont pas besoin qui ont besoin de stabilité. Chaque ministre qui arrive avec sa batterie de mesures sécuritaires et nous sommes dans un pays où le nouvel arrivant a tendance à effacer, à jeter l'eau avec le bébé avec l'eau du bain. Je pense qu'on est habitué à ça. Le secteur de la sécurité a besoin de stabilité pour une certaine efficacité dans la lutte contre le grand banditisme. Il y a une guerre mais froide du côté du ministère de la Sécurité, les gars, je ne vous dis pas, engarré entre le ministre de la Sécurité, mais je ne sais pas ce qui se passe, c'est extraordinaire, je vous assure. Le véritable ministre au niveau
niveau de la sécurité, disons-le tout net, c'est le directeur général de la police. En témoigne l'acte qu'il a pris récemment. Comment est-ce qu'un directeur général qui est nommé par décret peut enlever un directeur central qui est lui aussi nommé par décret à travers une note de service? C'est insultant. Je ne sais pas de quel droit il s'est permis de prendre un tel acte. Je pense que cela dénote de la faiblesse du ministre de la Sécurité vis-à-vis de son directeur général. Et j'appelle aujourd'hui, je profite de ce micro, parce qu'en France, ça se fait comme ça. Il faut qu'on cesse de nommer le ministre de la Sécurité par décret au même titre que son directeur général. Il faut que le directeur général de la police soit nommé par arrêté et non par décret. Djibril, allez-y madame. C'est bien finalement que Djibril nous rejoigne pour dire que ce ministre s'est tué pendant très longtemps. Il est temps qu'il parle. On a besoin de savoir quelle est sa stratégie. Mais ce qui fait mal dans ce pays, c'est que généralement on dit que l'administration c'est la continuité. Mais s'il faut chaque année qu'on mette un nouveau ministre et qu'il vienne dégager toutes les stratégies antérieures, même si elles pouvaient servir à aller de l'avant, je pense qu'il faut réfléchir par 1000 fois avant de nommer une personne. Il ne faut pas nommer les personnes pour les récompenser, il faut les mettre là parce que vous savez qu'elles peuvent en tout cas, qu'elles ont du leadership, qu'elles ont en tout cas quelque chose dans leur besace, qu'ils peuvent faire quelque chose. Je pense qu'on en a besoin dans ce pays, trop c'est trop, il y a eu trop de morts, mais on n'a pas de stratégie pour répondre à la question de la criminalité, à la question de l'impunité, il faut le dire. En même temps, ce que je voudrais dire ici, Lamine, je pense qu'en Guinée, il faut qu'on arrête de voir une personne derrière une idée. Il faut voir le pays. Quand une personne, par exemple, décide de faire quelque chose, une question d'intérêt national, ne voyez pas une personne, même si c'est une jeune personne, accompagnez-la si l'idée est bonne. C'est là que je peux féliciter M. Abdraman Sanou de la PQD. Il a été ancien ministre. Il est aujourd'hui à la tête de cette plateforme. Mais je vous dis, il nous a accompagnés, tandis que d'autres, Lamine, je vais vous le dire, ils ont essayé de mettre le pied sur la marche pour se dire que non, ça ne devrait pas avoir lieu parce que c'est une jeune association qui l'a organisée. On a déposé le courrier pour demander l'autorisation 72 heures avant tel que les textes le recommandent. La dame, madame la présidente de la délégation spéciale de Kaloum a accepté, elle a dit d'avance qu'il n'y aurait pas de problème, elle va se référer à qui de droit. Mais imaginez-vous, la veille au soir, elle nous appelle alarmée vers 20h pour dire non, qu'il faut renoncer, que non, ça ne pourra pas avoir lieu, qu'elle a appris que du côté de Sékou Touré, il y aura ceci et cela. Je dis madame, on vous a déposé justement le courrier pour cela, 72 heures à l'avance, pour que vous puissiez réfléchir par 1000 fois avant de nous dire que c'est acquis. Nous, on a passé les communiqués, ce n'est plus possible de revenir là-dessus. On arrive sur les lieux, le lendemain, elle rebelote, elle vient, elle dit non, il faut que vous renonciez. Je dis niet, on ne peut pas, on est là. Et puis on nous dit, et la veille, j'ai su qu'ils étaient en train de tirer, en tout cas, les ficelles derrière. Je pense que c'est pas bien dans ce pays. Il faut qu'on sorte de cette problématique de personne. C'est pas une personne. Il faut penser à l'intérêt de ce pays. Je pense que ça nous permettrait d'avancer. Les questions de personne, c'est pas bien du tout. Merci beaucoup Moussa Moïse. Je suis vraiment désolé, on est obligé de rendre l'antenne. Voilà, il est 26. Merci à vous qui nous regardez du côté d'Abidjan. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro de GG. Continuez à réagir. Si vous avez en tout cas des propositions de sujets, partez sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.